Rebonjour à tous, on se retrouve pour notre troisième et dernier thème qui est la digitalisation. Un terme que je pense que nous connaissons tous aujourd'hui, mais qui prend de plus en plus d'ampleur ces derniers temps. La preuve en est, aujourd'hui, nous sommes tous derrière nos écrans. Donc je vous rappelle que le fil d'actualité avec les questions en direct est toujours disponible, ainsi que le live tweet avec le hashtag MeetupRH 2022. Pour cette troisième partie, nous aurons le plaisir d'accueillir dans un premier temps Nicolas Morel, présidente de Monkey et Lucie Marsloff, HRBP chez Payfit, pour un premier débat animé par ma camarade Virginie Ditt. Puis nous recevrons pour un second débat Anaïs Thomas, CEO chez Thomas RH, et Christophe Lebar, DRH chez Stegos, pour un débat également animé par Virginie. Et nous terminerons par une intervention de monsieur Nola Nicoli, auteur et expert dans la transformation digitale des entreprises. Mais avant tout ça, public, c'est à vous d'introduire ce troisième thème en répondant à notre quiz juste en bas du chat, où vous aurez trois choix de réponse pour une question. Et ensuite, nous commencerons la table ronde avec Virginie et nos experts. Virginie, je te laisse donc la main pour la suite. Bonjour à tous, bonjour Nicolas, bonjour Lucie. On est très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Je vais commencer par une question sur la digitalisation. Vous vous en doutez bien. Comment est-ce qu'au niveau de vos process RH, vous vous êtes senti concerné par ces nouveaux processus que vous avez dû mettre en place? Est-ce qu'il y en a certains que vous avez dû exclure dû au changement que vous avez dû entreprendre? En fait, ce que nous voudrions, c'est que vous nous fassiez rentrer dans votre bureau et savoir le jour du 18 mars 2020, comment est-ce que vous avez géré les choses. Lucie? Ouais, j'y vais. Juste pour vous donner peut-être un tout petit peu de contexte sur ce qu'est Payfit, parce que je pense que c'est assez important. Juste, Payfit, c'est un outil SaaS de gestion des ressources humaines et de la paye qui permet justement de optimiser toute la gestion quotidienne des ressources humaines, de la gestion des absences, des entretiens de performance au quotidien pour les TPE et les PME. Donc, on n'a plus besoin d'être un expert. Et du coup, l'idée, c'est voilà, que tout le monde puisse l'utiliser facilement. Et nous, comment on a fait le 18 mars 2020 On avait déjà la chance d'être assez avancé sur la partie digitale, puisqu'on faisait déjà du télétravail et on travaillait principalement avec des outils déjà comme Teams, Zoom, qui nous permettaient déjà d'avoir, en tout cas au quotidien, des échanges en visio. Et on avait déjà notre outil, nous, Payfit, qui nous permettait justement de pouvoir faire la paye, de pouvoir faire tous nos process RH à distance. Malheureusement, ça ne couvrait pas encore tout, notamment sur des sujets peut-être un petit peu plus compliqués, comme les entretiens professionnels, comme des sujets de litige, ce genre de choses où c'était possible de les faire à distance, mais moins optimal. D'accord. Donc, vous avez quand même dû être dans l'avancée de vos processus et vous avez quand même dû faire face à des complications face au confinement que nous avons tous subi. Bien sûr. On a essayé de mettre en place justement des développements produits pour que nos développeurs nous accompagnent et qu'on aille plus loin pour proposer à nos clients des nouvelles fonctionnalités et nous les utiliser également en interne pour être optimal. Mais pendant le confinement, ça a été compliqué, oui, je vous confirme. Ouais, du coup, vous avez été vraiment, vous avez été dans l'expérience client au sein de l'entreprise et vous avez pu après le développer pour vos clients. C'est exactement ça. Ok, très bien. Et vous, Nicolas, comment est-ce que vous avez ressenti les choses le 18 mars quand vous avez dû développer tout un tas d'outils digitaux pour faire face au confinement, faire en sorte que les collaborateurs puissent continuer à travailler et surtout à faire en sorte que l'entreprise puisse continuer à performer? Alors, merci. Alors, je suis content que Lucie ait répondu en premier parce que les questions n'avaient pas été données aux animateurs. Donc, en tout cas, moi, elle m'a surpris. Alors, cordonnier n'est pas toujours le mieux chaussé. Nous, il faut dire d'abord qu'on est une PME. On est une quinzaine de salariés. Et donc, je ne sais pas si notre exemple peut servir peut illustrer tout ce qui, enfin, le cas d'entreprises beaucoup plus importantes, d'entreprises ou industrielles ou dans lesquelles la dimension physique est essentielle. On est, nous, une entreprise du digital. Donc, ça a été honnêtement assez facile et assez simple, comme pour Lucie,
80% des équipes sont des développeurs, ou sur des réseaux sociaux, etc. Donc la décision n'a été que de radicaliser à 100% pendant un certain temps des process qui étaient déjà engagés, parce qu'on travaillait déjà en partie en télétravail. Voilà. Donc ça n'a pas été très compliqué sur le plan technique. Après, sur le plan humain, bien sûr, comme pour toute entreprise, je pense que la distance, elle doit être, comment dire, rompue de temps en temps. Et voilà. Et ce qui est marrant, c'est que c'est le retour au bureau qui a été souhaité par les collaborateurs. Voilà, bon, qui a été souhaité vraiment. Ils ont voulu revenir avant même que ce soit nécessaire, quoi. Oui, Voilà. je pense que c'est vrai qu'il y a une partie de QVT qui a fait que les collaborateurs avaient besoin aussi de lien social. Justement, ça me fait rebondir sur une question sur le collaboratif. Effectivement, on a pu se rendre compte que pendant ces périodes, parce qu'il n'y avait pas eu qu'une seule, c'est vrai qu'on perdait en convivialité. Et donc, comment est-ce que vous avez réussi à créer et à continuer à perdurer avec des moments conviviaux entre équipes pour faire en sorte qu'on ne perd pas le lien et qu'on puisse travailler également en collaboratif et que ça soit fait de façon intelligente? Nicolas, je me lance. Allez-y, oui. Ouais. Alors, nous, au niveau du collaboratif, il y a eu deux choses. Bien sûr, pendant le confinement, il a fallu créer des moments de convivialité qui pouvaient passer par des e-coffee, par du travail collaboratif sur des projets où on travaillait à distance via des outils comme Teams ou Zoom. Mais en fait, ce qui a été assez spectaculaire, nous, c'est qu'à la fin du confinement chez Payfit, on a décidé de pouvoir laisser l'opportunité à l'ensemble des collaborateurs de faire du télétravail à 100% s'ils le souhaitaient. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous, on est une entreprise où on peut ne jamais venir au bureau. Et donc, c'est très important justement de créer ces moments-là. Et on a formé nos managers à justement avoir des moments privilégiés. Ils ont des entretiens récurrents toutes les semaines avec leurs managers, avec leurs employés, et avec l'ensemble de leur équipe pour garder ce lien-là. Et on organise pas mal de team meeting avec vraiment tout Payfit. Donc, c'est assez énorme où nos fondateurs, tous les mois, viennent dire où on en est sur la stratégie, dire où on en est sur les projets en cours, sur comment ça se passe au sein de Payfit en ce moment. Donc, ça maintient ce lien qu'on a réussi en tout cas très bien à garder chez Payfit. Justement, ça me fait penser, nous savons tous que les collaborateurs ont chacun leur caractère, leur façon d'aborder leur manager. Vous dites que vous êtes passé à 100% pratiquement pour les collaborateurs qui souhaitent. Comment est-ce que ça se passe pour justement les collaborateurs qui sont plus en retrait, où effectivement c'est plus compliqué pour eux de prendre la parole pour X ou Y raison? Comment ça se passe pour eux? Parce que c'est vrai qu'ils ont besoin d'un accompagnement et on a pu se rendre compte pendant les différents confinements que certains se sont retrouvés dans des positions un petit peu délicates. Donc, comment est-ce que vous gérez ça de manière digitale? Alors, en fait, chez Payfit, ce qu'il faut que vous ayez en tête, c'est qu'on est à peu près aujourd'hui 800 salariés et on est beaucoup de HR business partenaires. Donc, on a chacun un périmètre qui est assez restreint et on accompagne énormément les employés. On connaît très bien nos populations et l'idée, c'est de pouvoir justement cerner, et on les a en tête, les personnes qui ont peut-être un peu plus de mal à prendre la parole, etc. On les coach, on les accompagne, on les force jamais, mais on sait qu'il faut peut-être aller les approcher un peu différemment lors d'un meeting. On accompagne leurs managers pour que ces managers-là aient bien en tête aussi que voilà, tout le monde n'est pas pareil, tout le monde est différent et qu'il faut chercher les gens différemment. Et sachant que chez Payfit, on n'a pas des énormes meetings à 15 personnes, c'est plutôt quand même assez restreint, sauf pour des communications globales. Donc, en général, ça laisse quand même un peu plus de place et d'aisance aux personnes pour s'exprimer. D'accord, très bien. Et justement, Nicolas, moi, j'aurais une question au niveau de vos process et au niveau de l'expansion de la digitalisation au sein de votre entreprise, parce que vous êtes dans une entreprise de matching affinity. Et donc, je voudrais savoir comment est-ce que vous avez perçu le confinement et est-ce que ça vous a permis d'aller plus loin dans les process et dans ce que vous allez proposer à vos clients? Je voulais revenir sur cette histoire de confinement. Nous, en tout cas, à la sortie du confinement et pour permettre à chacun de s'exprimer, etc., nous, on l'a joué à l'ancienne. C'est-à-dire qu'on a bu un coup. Voilà. C'est une bonne idée aussi. Et plusieurs même. Voilà. Et de manière à vraiment
marqué le coup en fait du retour et de la vie en commun. Et on l'a fait en dehors du bureau, bien sûr, pour retrouver justement, sortir de cette vision purement digitale de la vie au travail. Voilà. Même si, bien sûr, comme vous le soulignez, on est des acteurs du digital puisqu'on est un éditeur de logiciels. Alors, on est un éditeur de logiciels dans le domaine ce qu'on appelle le matching affinitaire. Le matching affinitaire, en fait, on est dans le recrutement, la mobilité interne, voilà, et l'aide au repositionnement professionnel des salariés. Et on propose des outils pour aider à cela. Je crois que si on parle de digitalisation RH, enfin, puisque c'est le thème de notre table ronde, quelle est la question en fait? Il y a des sujets sur lesquels la question ne se pose même pas. Quand on est sur, enfin, le métier de RH, il y a une partie administrative RH qui d'ailleurs n'est pas souvent la raison pour laquelle les gens des RH ont rejoint ce métier. Souvent, les gens des RH ont rejoint ce métier, et c'est le cas sans doute des étudiants autour de cette table, parce qu'ils ont une vision du monde, de l'humain, ils veulent aider à l'évolution, aider autrui, etc. C'est souvent mu par ces moteurs de motivation-là. Mais force est de constater qu'il y a une dimension administrative dans les RH, elle est évidente. Et je crois qu'il n'y a pas de question sur toute la dimension administrative, paye, etc. La digitalisation, elle est déjà là, il n'y a même pas de question. Là où c'est plus sensible et où c'est plus délicat, c'est justement sur ces sujets d'accompagnement humain, d'évaluation, de recrutement, de process de mobilité, d'aide au repositionnement professionnel, où là, on a bien sûr déjà des outils comme les nôtres, et d'autres encore, puisque malheureusement, ou heureusement, on a des concurrents, mais on est à la frontière justement d'outils d'aide à la décision qui sont de nature digitale, et puis de la dimension humaine qui doit à tout prix prendre in fine le dessus, comme un ouvrier qui utilise des outils. C'est pas le marteau qui commande, c'est bien l'ouvrier. Et donc les outils et la boîte à outils comme les nôtres ne sont là que pour faciliter, éclairer et orienter et faciliter le travail d'un collaborateur et de son RH ou de son coach ou de son conseiller. Donc, vous avez tendance à penser que ça a amélioré plutôt l'expérience des collaborateurs ça va améliorer l'expérience client au sein de l'entreprise et faire en sorte que le collaborateur se sente mieux accompagné et que le manager réussit à faire un recrutement performant. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Et le confinement, finalement, n'a rien à voir là-dedans, hein, de toute manière. On est en dehors de ces sujets-là. Oui, ces outils digitaux d'aide à l'identification, enfin, des moteurs de motivation, des soft skills, de la personnalité, du mode de fonctionnement en équipe, sont des outils dans lesquels le collaborateur lui-même va se découvrir. Et puis, en fait, comment dire, il y avait une vieille chanson française là qui disait parlez-moi de moi, il n'y a que ça qui m'intéresse. Donc effectivement, des outils peuvent permettre aux gens de se découvrir, de leur parler d'eux et de faire le lien avec les métiers, les jobs, les emplois dans l'entreprise, les emplois en tension aussi, dans certains cas, et donc de présenter. Et puis un RH ne peut pas connaître tous les métiers possibles et imaginables dans des grandes entreprises. Donc, il peut y avoir des évolutions radicales. On peut passer, je sais pas, du commerce à la production ou l'inverse, pour peu qu'on ait le mindset qui va avec ça, alors les outils permettent de le découvrir, de l'appréhender, mais in fine, bien entendu, c'est une décision humaine qui va prendre le là. Est-ce que vous ne pensez pas que ce genre d'outil peut aussi amener à une perte du côté humain des RH? Vous l'avez très bien dit, mais effectivement, je pense que, et ça c'est mon point de vue, je pense qu'il peut y avoir, ça peut créer des problématiques pour des collaborateurs, comme je discutais tout à l'heure avec Lucie, qui sont plus en retrait, qui vont pas se retrouver en fait dans ce genre de logiciel, où ça va être plus compliqué pour eux. Est-ce que vous ne pensez pas qu'effectivement, on a une perte de potentiels talents qui passeront à travers les mailles du filet? Alors, ça dépend de quels outils on parle. Il y a parfois des outils qui ont des promesses complètement démesurées et pas raisonnables. Voilà. Je pense par exemple, vous savez, vous avez des entretiens vidéo, d'entretien de recrutement vidéo différé. Très bien, ça va très bien. Mais quand à partir d'un entretien vidéo différé, on veut soi-disant évaluer les soft skills avec un robot, voilà, qui va
analyser la richesse de votre vocabulaire, votre haussement de sourcils, etc. Là, je pense qu'on est un peu dans le grand n'importe quoi. Et d'une part, et d'autre part, il est vrai, vous avez raison, que certains individus sont moins à l'aise par rapport à ces outils, voilà, notamment ceux qui, comme moi, ont passé un certain âge. Donc, j'ai pas mal, voilà, d'exemples en tête. Et donc, effectivement, certains outils peuvent parfois faire des promesses inconsidérées. Maintenant, alors à moins d'être complètement étranger au digital, ce qui pose un autre souci dans le monde qui est le nôtre, tous ces outils psychométriques, de tests de personnalité, d'évaluation de tout cela, sont quand même très sérieux, reposent sur des bases scientifiques réelles et concernent tout le monde. Tout le monde. Donc, il n'y a pas de raison que certains soient laissés au bord de la route. On peut même avoir des interfaces gamifiées pour, par exemple, c'est le cas chez nous, des jeunes en situation d'échec scolaire, des choses comme ça. Je ne sais pas si Lucie a un mot à ajouter aussi là-dessus, éventuellement. Oui, je pense que ça dépend en effet des outils digitaux qu'on utilise. Moi, ce que je vois quand même comme grand avantage dans la digitalisation des ressources humaines, c'est qu'au contraire, justement, en utilisant des outils, alors sur la partie administrative et paye, on en a parlé, forcément, ça a un impact extrêmement positif puisqu'on peut du coup se concentrer sur la qualité du travail, la formation, la gestion des carrières, ce genre de choses. Après, il y a en effet des outils. Nous, par exemple, chez Payfit, on utilise énormément le e-learning. Mais par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller demander à nos managers ou à des salariés de monter ces e-learning. Comme ça, les personnes qui les suivent identifient des personnes en interne et ça a un côté moins peut-être justement robotique et un côté peut-être plus familier. Et les gens suivent et apprennent comme ça et ça fonctionne très bien aussi. Donc, je pense que ça peut être aussi un avantage. Ça me permet aussi du coup de vous poser une question. Comment est-ce que vos collaborateurs ont vécu cette transformation digitale au sein de votre entreprise? Je suis même certaine qu'il y a dû avoir un accompagnement au changement, parce que pour une bonne mise en place d'un projet, il faut forcément un accompagnement au changement. Mais comment est-ce qu'ils ont vécu en fait cette transformation digitale? Il me semble que dans le cas de Payfit comme dans l'autre, on est des acteurs de cette transformation. Donc, voilà, enfin, Lucie. Complètement. Il n'y a pas eu, nous, de vraie transformation digitale, puisque depuis le début, nous, on a été créé en 2015 et on a tout de suite été très digital. On met en place des outils. Et on a une population, malgré tout, qui est quand même assez jeune. Donc, il n'y a pas autant il y a moins cet accompagnement. On l'a de plus en plus parce qu'on recrute des profils variés. Donc, forcément, il y a des gens qui viennent d'autres secteurs différents. Donc là, on accompagne, nous, côté HR et les managers aussi. Mais ce n'est pas un vrai sujet de fond dans mon type de structure, en tout cas chez Payfit. Très bien. Je vais donc passer à présent la parole à Maëlys qui va faire les questions-réponses et qui va pouvoir également aborder le sujet du klaxon. Alors, du coup, merci beaucoup pour toutes vos interventions. Alors, pour commencer, donc, on a fait participer tous les participants du Meetup à un petit sondage. Donc, après la crise Covid, la QVT s'est améliorée, merci le télétravail. Détériorer le télétravail, c'est la mort de l'équipe. Ou alors, bof, pas d'avis, mon manager me surveille. Donc 81,6% ont répondu merci le télétravail, 15,8% ont répondu détériorer, le télétravail c'est la mort de l'équipe, et enfin 2,6% ont répondu pas d'avis, mon manager me surveille. Donc c'est vrai qu'il y a énormément de personnes qui finalement apprécient le télétravail. Je pense que ça dépend après des personnalités et des personnes. Et justement, je rebondis sur ça, puisqu'on a des questions-réponses des personnes en direct. Et une question qui vient, c'est de Jessica. Quelle est la stratégie de votre entreprise en matière de transformation digitale? Donc, c'est une question qui est posée à tout le monde. Je vais prendre la parole. Chez Payfit, là, nous, notre objectif, c'est de continuer nos développements en interne, donc avec des développeurs, des product managers, pour
continuer à digitaliser nos process RH pour pouvoir les utiliser, nous, en interne, et pouvoir les proposer à nos clients, puisqu'on utilise les mêmes produits que nos clients. Et donc, aujourd'hui, là, on vient de lancer justement notre module d'évaluation de la performance. Donc voilà, maintenant on peut faire les entretiens individuels sur Payfit, ce qui est super pratique, et on va continuer dans ce sens à développer de nouveaux process RH pour pouvoir les mettre directement sur un outil et que ça soit simple d'utilisation. D'accord, très bien. Merci beaucoup pour cette réponse. J'ai une autre question pour vous, du coup, en direct, de Héloïse qui demande quels ont été les types de formations proposées à vos managers afin de faire face au full télétravail de vos collaborateurs. Ouais, c'est une très bonne question. Nous, en fait, ce qu'on a proposé à nos managers, c'était pas vraiment des formations, c'était plutôt des échanges RH manager. On a fait ça plutôt sous forme d'ateliers pour leur donner des conseils sur justement comment rythmer la semaine d'un collaborateur qui ne vient pas au bureau, ce genre de choses, leur donner des tips sur comment bien mener un entretien en distanciel, ce genre de choses. Mais c'était vraiment plutôt des ateliers d'échange plutôt que des formations. D'accord, très bien. Donc, ce n'est pas vraiment des formations où il y a un intervenant qui est là. D'accord, ok, ce sont plutôt des ateliers. Merci beaucoup. Et enfin, j'ai une question pour vous, Monsieur Morel. Pensez-vous que la transformation digitale d'une entreprise soit un enjeu fondamental pour rester compétitif? C'est difficile de répondre non. Juste, je voudrais revenir avant de répondre à cette question sur votre sondage là, avec une très grande majorité de gens, plus de 80% qui ont été positifs sur cette période de télétravail. J'ai vu un sondage récemment avec la société CGI dont je suis partenaire qui était centré sur les gens qui sortent, les tout premiers, le premier job, ceux qui sont rentrés sur le marché de l'emploi et qui sont tombés sur le Covid à ce moment-là. Pour eux, ça a été une horreur. Et le télétravail à 100%, ça a été une catastrophe et ils veulent plus revivre ça. Ils veulent plus se retrouver dans leur petite chambre de bonne de 10 mètres carrés tout seul pendant 3 mois et à pas rentrer dans l'entreprise. Donc là, ça a été pour eux, c'est l'inverse. Et même certains ont dit le télétravail, c'est bien pour les familles ou ceux qui ont une maison ou un grand appartement, mais pour nous, certains disent ça a été un enfer. Bon, voilà. Donc peut-être ça dépend. Voilà, ça aurait été intéressant peut-être ça dépend des personnes. Voilà. Et votre question, pardon, Maïlis, c'était. Alors du coup, je me permets juste de rebondir sur votre intervention. Je pense que ça dépend aussi des générations, puisque je pense que les jeunes générations ont plus besoin d'interaction sociale plutôt que les générations... Quand on démarre dans la vie professionnelle, ouais, au tout début. Au tout début, on a besoin de plus d'interaction avec nos collègues et avec nos managers pour mieux comprendre notre poste, etc. Absolument. Et enfin, donc la question, c'était donc, pensez-vous que la transformation digitale d'une entreprise soit un enjeu fondamental pour rester compétitif? La transformation, enfin, ça fait vraiment, enfin, la réponse est probablement oui, évidemment oui. Maintenant, d'une société à l'autre, les enjeux peuvent être différents. On voit aujourd'hui, je sais pas, je réfléchis à voix haute là. Du coup, on aurait pu préparer les questions avant. Hein, c'est très troublant. Mais je pense aux questions de souveraineté alimentaire, par exemple. Est-ce que pour un grand industriel de la farine, les enjeux parfois peuvent être d'une autre nature que purement digitaux. Mais il est clair que la digitalisation, c'est la fluidification des process, c'est tout cela. Mais à un moment, on rencontre le monde réel. On rencontre la farine, le blé, le pain, les boulangers, etc. Donc, on va fluidifier des tas de choses, mais à un moment, on rencontre le monde réel aussi. Et les enjeux principaux suivant les entreprises ne sont pas toujours entièrement réglés par la digitalisation. Je pense que c'est pas systématique. En revanche, le digital, il est partout, évidemment. Exactement. Et enfin, une autre question pour vous, Lucie. Dans un contexte où, du coup, vous recrutez des personnes uniquement en télétravail,
est-ce que vous leur dites d'entrée de jeu qu'ils vont être en full télétravail et que leur mission au sein de PayFit se fera uniquement en télétravail? Est-ce que c'est un critère de recrutement, justement? C'est une très bonne question. Alors, nous, on n'est pas full télétravail, on est un mode de travail hybride. C'est-à-dire que nous avons des locaux qui sont basés à Paris et tout le monde peut venir, on peut accueillir tout le monde. Et en fait, on laisse le choix, nous, tout se base sur la confiance, on laisse le choix aux collaborateurs de soit faire l'ensemble de leur mission en télétravail, ou de venir par exemple 2 jours par semaine, ou de venir 1 semaine par mois. Ils s'organisent comme ils le veulent. Mais il y a certaines personnes qui souhaiteraient être 100% télétravail et on leur dit que c'est une possibilité durant l'entretien et c'est OK pour nous, ça nous convient, sachant qu'on leur recommande de venir une fois de temps en temps pour maintenir le lien, bien sûr, avec leurs collègues, leurs managers. Est-ce que vous avez un plan d'organisation pour savoir qui vient pas sur le plateau à tel moment, etc.? Ouais, on sait qui est en télétravail, on sait qui vient, voyage à Paris, etc. Oui, bien sûr, on a un suivi qui est assez fastidieux, mais on est en train de justement digitaliser au mieux pour pouvoir mieux suivre tout ça. Mais ouais, bien sûr, c'est suivi. Ok, très bien. Merci pour ces réponses. Et enfin, on a une dernière question de Jessica. Donc, quelle a été la dernière opération de digitalisation effectuée dans votre entreprise? Moi, c'est le e-learning justement dont je vous parlais, où on a mis en place en fait 360 Learning, qui est un outil et qui permet à tous nos collaborateurs de se former simplement via une plateforme dédiée. D'accord, très bien. Et pour vous, Nicolas? Écoutez, je me demande tout d'un coup ce que c'est, parce qu'en fait, on est tout le temps, enfin, on est toujours et tout le temps derrière nos écrans. Donc, je suis en train de me demander qu'est-ce qui n'est pas digitalisé chez nous. Franchement, je ne sais pas. Enfin bon, alors nous, alors par rapport à la présence au bureau, nous, on a une option qui est un peu radicale. Je ne sais pas si tout le monde y adhère, mais en fait, c'est pas que j'ai imposé, c'est qu'en fait tout le monde le souhaite. On veut être ensemble. Quand on est au bureau, on est ensemble au bureau. Voilà. Donc tout le monde vient le mardi et le jeudi, et les autres jours sont libres. Mais le mardi et le jeudi, tout le monde est là. Voilà. Voilà. De manière à ce que la communication et la vie aussi ensemble se fassent. Voilà. D'accord. On vient juste d'avoir une petite question qui vient d'arriver de Angel qui nous dit comment le suivi se fait-il? Alors, je pense que c'est plutôt une question pour Lucie. Ouais. Le suivi de vos collaborateurs. En fait, tout simplement, on a la liste en fait de tous les collaborateurs qui sont en Work from Anywhere et ils nous font une demande en fait quand ils veulent venir via une application. Donc du coup, nous on peut suivre qui vient quand au bureau. D'accord. Ok, très bien. Pour les personnes qui sont en distanciel, parce que toutes les personnes qui viennent, qui sont tout le temps à Paris, on les voit, on sait qu'ils sont là, quoi. Maëlys, cette question de la digitalisation des RH, elle n'est pas uniquement, je vous l'avais beaucoup associé pendant ce séminaire-là à la crise du Covid et donc à la présence au bureau, mais c'est pas uniquement c'est une manière d'appréhender le sujet, bien sûr. Hein. Y a des tas de, comme je l'ai dit, il y a des sujets très administratifs, etc., qui ont tout bénéfice et à être digitalisés, hein, et c'est le succès de PayFit en est la preuve, et puis et qui vont donc aussi permettre aux RH et aux futurs RH que vous êtes dans cette école de vous consacrer aux raisons sans doute principales pour lesquelles vous avez choisi ce métier, c'est-à-dire l'accompagnement humain. Et puis, il y a des outils digitaux qui peuvent, y compris sur cette deuxième mission qui est la vôtre, vous accompagner pour peu que vous les maîtrisiez et que vous en soyez le maître et pas l'esclave. Voilà. Merci beaucoup. Alors moi, je prends également les questions des personnes qui participent au Meetup. Hein. Donc, d'accord. Alors, il y a certaines questions, effectivement, qui étaient les miennes parce que ça m'intéresse aussi le sujet, mais voilà. Donc, c'est bien, vous avez au moins parlé à tout le monde. Très bien, merci beaucoup en tout cas. C'est fini pour moi les questions-réponses. Et je passe la main à Virginie. Je reprends la main. J'avais juste une question, parce que forcément, je vous écoute attentivement, Lucie et Nicolas. Juste une dernière question. Tout à l'heure, vous parliez justement de la digitalisation de vos collaborateurs. Est-ce que vous avez justement mis en place, ce sera ma dernière question après qu'on passe à la deuxième table ronde, est-ce que vous avez mis un process d'intégration des collaborateurs en digital?
Oui. Alors, ouais. Pardon. Allez-y, Lucie, allez-y. Oui, pour nous, on a la possibilité également de faire la session d'onboarding en fait, qui dure une semaine en distanciel et puis de suivre toutes les présentations qui sont faites en visio. C'est complètement possible aussi. Ouais. Et nous concernant, en fait, c'est même une offre. Ce qu'on fait nous, c'est pas forcément le plus intéressant, mais ce qu'on propose à nos clients aujourd'hui, c'est on a des tests de personnalité, des tests de ce qu'on appelle d'évaluation de la dynamique comportementale, c'est-à-dire les soft skills. Et aujourd'hui, on propose à nos clients en onboarding, c'est un moment d'avoir une cartographie. Vous avez un nouvel arrivant, une nouvelle personne qui va rentrer dans l'équipe. Comment il va interagir avec les autres? Comment A et B vont fonctionner ensemble? Quels sont les sujets sur lesquels ils vont se comprendre sans même devoir y passer des heures? Et puis, quels sont les sujets sur lesquels ça sera plus délicat? Qu'est-ce qui chez A va énerver B? Qu'est-ce qui chez B va énerver A? Au risque d'agacer A, etc. Et pour un manager, c'est très important aussi d'avoir quelques clés de lecture comme cela du fonctionnement de ses collaborateurs. Je prends un exemple. Si vous êtes, Virginie, quelqu'un de très, comment dire, qui aimait faire un travail parfait, vraiment, quand on vous livrait, bon, ça arrive. Il y a des gens comme ça, vraiment, ils ne supportent pas d'être dans l'à peu près. Donc, quand ils fournissent quelque chose, ça doit être parfait. Et si je suis votre manager et que je vous donne 48 heures pour faire un job qui en demande une semaine, je vais vous stresser. Parce que vous, même moi, je voudrais un truc vite fait, bien fait, mais pas forcément parfait. Je risque de vous stresser. Donc, il vaut mieux que je le sache avant et inversement. Voilà. Donc, c'est ce type de choses, notamment dans les phases d'onboarding qui peuvent être importantes parce que c'est le moment clé. En fait, il y a beaucoup de choses qui se passent à ce moment-là et on voit que malheureusement, souvent, un an plus tard, une bonne partie des gens sont partis de leur fait ou du fait de l'entreprise. Mais bon, c'est souvent au moment de l'onboarding que les choses se jouent. Très bien. Je vous remercie en tout cas tous les deux de votre intervention. Je vais à présent passer à la deuxième table ronde, donc avec Anaïs. Bonjour Anaïs. Bonjour, ça va? Très bien, et vous? Ça va très bien, merci. Et également avec Christophe. Est-ce que vous m'entendez? Bonjour à tous. Bonjour, je vous entends très très bien. On est ravis de vous recevoir. Je suis très loin en plus, mais je ne vous le dirai pas où je suis pour l'instant. Ah, mais je ne suis pas à Paris. D'accord, très bien. Donc Anaïs, qui est CEO dans sa propre entreprise, spécialisée dans les solutions RH et dans le digital, et donc Christophe, qui est donc DRH chez Segos Développement Management, conduite du changement et de la disruption. Donc, le sujet du jour. Donc, nous allons donc commencer par des questions. Ce que j'aimerais savoir, c'est comment est-ce que vous voyez l'avenir des RH face à l'expansion de la digitalisation? Est-ce que d'après vous, en fait, la fonction RH va perdre de son sens? Absolument pas. Je me permets de prendre la parole. C'est une question qui m'est posée par tous mes clients. Parce que moi, mon objectif, c'est d'implanter des entreprises comme Payfit ou des entreprises qui digitalisent la fonction RH et surtout de trouver un logiciel qui correspond aux critères d'un cahier des charges pour digitaliser la fonction. Et on me dit, mais oui, mais en tant que RH, après, moi, qu'est-ce que je vais faire? Et je leur réponds évidemment je suis désolée. Hop. Je leur réponds que sur le terrain, en fait. Je pense que le rôle du RH, il est avant tout sur le terrain pour mener la politique RH, bien sûr dans l'analyse et vraiment dans l'aide à la décision du dirigeant. Il est là où il doit être et plus à faire de la saisie de congé ou de la saisie de variable de paye qui a pas de forte valeur ajoutée sur la fonction. Donc pour moi, l'avenir du RH, il est dans le pilotage de la stratégie et auprès des équipes pour vraiment avoir une connaissance des problématiques et auprès de la direction pour leur apporter les outils pour mener à bien leur politique. Voilà. Et d'après vous, Christophe? Alors, je ne sais pas si ce mot a été prononcé, mais je pense que la fonction, elle est aussi hybride. Hybride il y a deux aspects. Le premier, c'est effectivement, on a parlé de tous ces outils aujourd'hui numériques de dématérialisation. L'intelligence artificielle n'est pas encore quand même complètement optimum entre guillemets pour nous remplacer, et donc ça veut dire que la dimension de
de la fonction, et notamment la dimension aux relations humaines. Et on le voit aujourd'hui avec la crise sanitaire, la sortie de la crise sanitaire, les 2 ans qu'on vient de passer. C'est à la fois des injonctions paradoxales des collaborateurs sur la fonction où on veut encore plus d'outils d'intermédiation, de facilitation, de dématérialisation. Et en même temps, on veut encore plus se réunir, interagir ensemble en présentiel, en distanciel, les deux. Rappelez-vous, lorsqu'on est rentré il y a 2 ans dans la crise sanitaire, c'était youpi, youblala, on est tous en distanciel. N'oublions pas qu'il y a à peine 60%, selon la PEC, des fonctions en entreprise, toute entreprise confondue. Donc attention au prisme des grands groupes, mais il y a toutes les TPE, PME qui ne peuvent pas télétravailler. Toute la CPME, toutes les activités d'artisans, on parlait des boulangers tout à l'heure, vous demandez à un boulanger, il est obligé de pétrir sa pâte, ça se fait pas en digital ni en distanciel. Donc n'oublions pas que plus de 60% selon la PEC des fonctions dans les entreprises ne sont pas aujourd'hui télétravaillables. Donc pour revenir à la fonction, on nous attend à la fois sur la mise en place d'outils pour faciliter en fait la gestion des hommes et des femmes dans l'entreprise, et en même temps on nous demande une interaction encore plus forte, une interaction, bien évidemment, pour monter en compétences, une interaction par rapport à l'intégration. On vient de parler de l'onboarding. L'onboarding, me semble-t-il, un onboarding réussi, c'est à la fois de la dématérialisation avec les outils qu'on a, des plateformes, des outils qui existent sur le marché aujourd'hui, mais le salarié recruté, qu'il soit jeune ou moins jeune, il demande aussi de la relation humaine, il demande des conseils, il demande de l'accompagnement, pour pas dire du coaching, il demande de l'écoute, il demande de la bienveillance, il demande du travail collectif. Combien d'entre eux... Vous savez, je ne sais pas si vous connaissez cette statistique, en ce moment en Île-de-France, mais je ne suis pas en Île-de-France aujourd'hui, c'est pour ça, mais en Île-de-France, aujourd'hui, 20% des salariés qui sont recrutés ne viennent pas dans l'entreprise. 20%. Ça s'est jamais vu. Encore plus dans les métiers de prestation intellectuelle. Donc, les salariés ont le choix, vous le savez. Il y a des bassins d'emploi qui sont en hyper-crise, il y a une pénurie, une gestion de la pénurie. Et donc, c'est, je pense, les deux. La fonction, elle est dans cette hybridation accentuée. Il y a les outils, la dématérialisation, le numérique, l'arrivée de l'intelligence artificielle dans nos fonctions, notamment avec l'utilisation de la donnée, le traitement de la donnée de plus en plus, qui est aussi intéressant dans notre fonction. Et de l'autre côté, il y a un travail en proximité, en écoute, en accompagnement, en montée en compétences, en interaction en groupe. Les collaborateurs de plus en plus souhaitent travailler mieux et encore plus efficacement quand ils sont en collectif. Et la crise nous l'a montré, même quand on est à distance, combien d'équipes ont implosé parce que effectivement, quand on n'est pas ensemble à distance, c'est pas les mêmes modes, c'est pas les mêmes codes, c'est pas les mêmes modes d'emploi. Et là, on attend aussi fortement la fonction RH. Justement, ça me fait rebondir sur ce sujet. Pour la digitalisation, en fait, qu'est-ce que ça a révélé en termes de compétences? Comment les résultats concrets que ça a pu apporter aux collaborateurs? Alors, là aussi, j'allais dire, l'impact de la digitalisation, premièrement, c'est un long process. C'est pas fait en 48 heures. Et c'est parce qu'il y a eu des facteurs d'accélération, comme on a connu la crise sanitaire là, depuis 2 ans. Effectivement, ça a accéléré. Mais cette évolution, c'est une évolution lente qui existe depuis 15 ans. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. 2, effectivement, ce que la digitalisation demande à renforcer toutes les compétences. Alors moi, je n'aime pas utiliser trop les anglicismes, on utilise beaucoup soft skills, mais c'est le savoir-être, tout simplement. Les compétences qui sont liées au savoir-être. Alors, là, on vient d'en parler. L'actualité, c'est effectivement cette grande distinction entre le présentiel et le distanciel. Nous, on le connaît dans les métiers de la formation, mais c'est extrêmement nouveau pour beaucoup de fonctions dans l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment un nouveau paradigme et puis des enjeux très importants pour la fonction RH dans des secteurs dans lesquels ils ne sont pas habitués. Je pense en particulier dans le secteur industriel où ils ont dû sauter dans le bain du jour au lendemain. Donc cette compétence, pour résumer simple, de collaboration à distance, effectivement, l'utilisation des outils numériques demande des communications autres que parfois la communication verbale ou la communication via des médias traditionnels. Donc ça on demande aussi en termes de savoir-être une communication encore plus efficace à travers le numérique.
La crise sanitaire nous l'a prouvé, mais c'est aussi, on demande en termes de comportement, en tout cas, me semble-t-il, un degré d'agilité, d'improvisation, d'adaptation. Hein. On a tous fait là autour de la table le système D. Hein, on n'avait pas les solutions, il a fallu improviser pendant 2 ans. Et n'oublions pas que la crise sanitaire n'est pas terminée, parce que j'ai parfois l'impression, quand je vais dans certaines villes, que tout est terminé. Non, on est encore en crise sanitaire, et la fonction RH a été sur le grill, sur toute cette dimension santé. Énormément depuis ces 24 derniers mois. Moi, je pense que tous autour de la table qui sont au cœur de la fonction ont été mobilisés. Donc, pour résumer, agilité, adaptation. Effectivement, trouver des nouvelles solutions, c'est aussi en termes de savoir-être, encore plus de créativité et d'innovation. Comment être innovant, on n'a pas les solutions, il faut improviser, ça demande aussi de l'intelligence collective, comment on nourrit cette intelligence collective. Il y a aussi des formations pour monter en compétences. Et puis, je pense que à la fois cette évolution lente depuis 15 ans, mais aussi cette crise sanitaire qui a été un peu un catalyseur, nous a fait reconsidérer aussi sur cette notion des savoirs. Et je ne suis pas pour rien chez Ségos, mais que finalement, la vie professionnelle, c'est toujours apprendre à apprendre. Finalement, tous les savoirs que nous avons et qui sont initiés lors de des formations initiales, elles ne sont pas pérennes. Et donc, d'où l'importance, tout au long de la vie professionnelle aujourd'hui, et c'est un vrai enjeu, je pense, pour les 5 ou 10 prochaines années, d'investir encore plus sur des nouvelles compétences, à la fois en savoir-être, en savoir, puisqu'on sait très bien on fera 2 à 3 métiers au minimum dans sa vie professionnelle, et qu'il y a un certain nombre de savoir-faire que nous ne connaissons pas aujourd'hui et que nous devrons transmettre, former nos collaborateurs. Et donc, cette notion d'apprendre à apprendre tout au long de la vie, ce concept existe au moins depuis 20 ou 30 ans. Il est aujourd'hui, en tout cas, vu ce qu'on vient de passer depuis 24 mois, une réalité éclatante. Je suis tout à fait d'accord avec vous, d'autant plus qu'il y a une étude qui est sortie il n'y a pas très très longtemps qui effectivement disait que la génération Z ne fera au moins 3 ou 4 métiers dans sa vie. Moi d'ailleurs, j'aurais une question à vous poser, Anaïs, sur le type de client, pas sur le type de client, sur ce que vous conseillez en fait à vos clients qui ne sont pas du tout digitalisés. Qu'est-ce que vous leur conseillez à mettre en priorité ? Quelles sont vraiment les balles du ciment parce que, comme on disait tout à l'heure, effectivement, il y a des entreprises qui ne le sont pas du tout. Et pour les accompagner au mieux, quelles seraient d'après vous les premières choses à faire pour faire en sorte que ça fonctionne le mieux pour eux ? Tout dépend du contexte de l'entreprise, évidemment. Le conseil est personnalisé en fonction de s'il y a une RH ou pas, déjà. Parce qu'il y a certaines entreprises qui n'ont déjà pas la chance d'avoir une RH en poste et mes clients n'ont pas tous cette chance. Donc, quand ils ont cette chance-là, c'est soit actualiser les connaissances des RH en place, parce que c'est un métier qui bouge tellement que il y a certains RH aussi qui se sentent dépassés, donc c'est les aider à reprendre confiance et à repartir avec des nouveaux outils et des nouvelles compétences et à construire ensemble une nouvelle vision. Donc ça, c'est une première action, la formation. S'il n'y a pas de RH en place, c'est de mettre un outil qui peut faire les tâches donc à faible valeur ajoutée, mais toutes les autres actions RH, elles sont souvent effectuées par l'entrepreneur qui, lui, a des compétences RH qu'il a expérimentées. Donc c'est aussi les remettre à jour et l'appuyer sur sa stratégie. Et l'accompagner en fait, c'est comme vous disiez tout à l'heure, c'est accompagner le changement aussi. Et puis s'il a la chance d'avoir une RH et les compétences actualisées, c'est de construire et de moderniser et de fluidifier les pratiques. Moi, j'ai des clients qui ont différentes structures, différents collaborateurs, mais qui n'ont pas toutes les mêmes fonctions RH. On a une société, par exemple, qui a certaines pratiques, une autre société qui a une autre pratique, mais c'est des sociétés qui ont été acquises, par exemple, pendant le confinement. Là, moi, j'interviens pour fluidifier et pour harmoniser toutes les pratiques en optimisant le temps, évidemment, alloué aux tâches à forte valeur ajoutée, quoi.
Très bien. Donc, tout dépend du contexte. Très bien. Je vous remercie beaucoup pour ces réponses. Je vais à présent passer la parole à Maëlys qui va pouvoir faire les questions-réponses. Et je vous souhaite une bonne journée et encore merci de votre intervention. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, j'ai plusieurs questions de la part de nos chers participants. Alors, pour commencer, on a une première question qui est, donc vous avez parlé d'intelligence collective, Christophe, et la question c'est comment vous l'introduisez dans justement cette digitalisation dans les entreprises. Alors, l'intelligence collective, on le voit dans beaucoup d'entreprises aujourd'hui, il y a l'arrivée, pour parler simple, de plateformes. On a donné un exemple très concret. Tout à l'heure, on parlait d'intégration, pour ne pas dire d'onboarding. Ça passe par des plateformes. D'ailleurs, l'onboarding, l'intégration, dans beaucoup de groupes ou d'entreprises aujourd'hui, ça passe avant l'arrivée du salarié. C'est mettre à disposition un certain nombre de ressources, d'informations, bien avant son arrivée dans l'entreprise, pour que lorsqu'il arrive dans l'entreprise, il puisse être encore plus efficient, encore plus efficace, et puis peut-être qu'il se concentre plus sur la relation humaine que sur uniquement des outils. Donc, l'intelligence collective, c'est effectivement utiliser des outils pour justement que l'aspect collaboratif soit encore plus important, que les salariés puissent travailler sur des résolutions de problèmes, qu'on évite le travail en silo. Il y a des méthodes, et l'outil finalement arrive pour faciliter. Et moi, je le vois chez Segos, les plateformes que nous utilisons, finalement, c'est aussi pour provoquer le fait qu'on se voit, qu'on travaille ensemble. Alors, ensemble, ça peut être pas forcément en présentiel, en distanciel, mais en collectif, en faisant des brainstorming, en travaillant, en faisant jouer cette dimension collective du travail en équipe, vous voyez. Et je crois que les outils aujourd'hui, c'est ça qui est plutôt une opportunité, une chance, c'est que tous les outils numériques qu'on a évoqués là tout à l'heure, j'entendais, c'était très intéressant, ils viennent favoriser justement, ils viennent faciliter cette dimension innovation et faciliter le travail à titre individuel pour encore mieux travailler à titre collectif. Alors justement, est-ce que vous ne pensez pas que ça peut être aussi quelque chose qui peut avoir un impact négatif sur la cohésion et sur l'intelligence collective, le fait d'être en distanciel? Pardon, je n'ai pas compris le début de la question, Maëlys. J'ai dit justement, est-ce que vous ne pensez pas que ça peut avoir un impact négatif sur l'intelligence collective, le fait d'être en distanciel? Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, je reprends sur le concept. Je pense qu'il n'y a pas, c'est pas tout dans un balancier en présentiel, en distanciel. Je pense qu'aujourd'hui, les organisations dans lesquelles nous sommes, la vérité, entre guillemets, s'il y en a une, c'est l'hybridation. C'est que on est dans un panachage, une mixité permanente. Et c'est pas tout présentiel, tout distanciel. On l'a vu d'ailleurs au début de la crise sanitaire, les salariés ne juraient que par le distanciel. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit 2 ans après? Les phénomènes d'isolement. Il y a beaucoup de démissions aussi parce que les personnes, un turnover accru du fait qu'on est isolé, que la personne n'a plus de relation avec son management ou avec son équipe de travail. Donc l'hybridation, c'est bien un mixage des deux. Et de trouver un équilibre selon les métiers, si on est dans une fonction support, si on est dans une équipe commerciale. Moi, j'ai des équipes commerciales en bassin d'emploi qui viennent qu'une fois, 2 fois par mois à Paris, et le reste du temps, ils sont dans leur voiture, chez le client ou chez eux. Et ça demande, en termes de compétences managériales, de pouvoir animer cette communauté. Donc, ça veut dire que pour le manager, mais si c'est à distance, on va lui demander des capacités d'animation
encore plus accrue que quand vous avez quelqu'un sur un plateau et que vous voyez tous les jours ou que vous croisez à la machine à café. Donc ça demande, en termes de management, ça c'est un exemple, bah, des interactions plus grandes, de travailler, d'avoir aussi un reporting interactif. J'entendais flicage tout à l'heure. Bah oui, certains salariés ont l'impression d'être encore plus fliqués, entre guillemets, depuis que on a tous basculé en distanciel. Mais le flicage, c'est pas ça. C'est comment on anime un collectif de travail. Quand vous êtes manager, vous avez 20 collaborateurs sur une région, qu'il n'y a plus ces interactions au quotidien physiques, en présentiel, à la machine à café, pas forcément en réunion, bah, comment moi, manager, j'anime cette communauté avec des outils, avec des points de rencontre, avec des cafés virtuels. Voilà, il y a aussi d'autres méthodes. Hein. Je pense qu'on a tous improvisé. Il y a des choses qui existent. Hein. Il y a des méthodologies aussi qui existent et qui fait qu'aujourd'hui, la solution, elle est hybride. Merci beaucoup pour cette réponse. Et enfin, une dernière question pour vous, Anaïs. Donc, accompagner vos collaborateurs dans l'adhésion des nouveaux outils. Pouvez-vous nous parler rapidement de vos points clés pour bien réussir à faire adhérer les collaborateurs? Alors, le premier, c'est déjà de croire au projet, parce que si vous-même, en tant que RH, vous y adhérez pas, forcément, ça va être compliqué de faire adhérer les collaborateurs. Donc ça, c'est le premier point qui semble essentiel. Après, c'est de former, d'accompagner, de surtout rester à l'écoute des anomalies, parce que un projet, il y a toujours des anomalies, des aléas qu'on n'a pas prévus. Donc, c'est prévenir déjà que ça va déjà pas se passer comme on l'a prévu pour mieux guérir. Et ensuite, quand les imprévus donc, ont été quand même planifiés et réglés, c'est aussi de leur faire adhérer. Quelles sont les pistes d'amélioration? Qu'est-ce que vous en pensez? De les faire participer pour mieux les impliquer, en fait. C'est les impliquer et leur donner cette passion de croire au projet pour y arriver. Après, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise intégration, en fait, c'est aussi les individus et comment est le confort de travail et le contexte. Mais en général, si on ouvre un peu les esprits en disant que de toute façon, il y aura des imprévus, il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien. Donc voilà. Merci beaucoup pour cette réponse. Alors maintenant, nous allons accueillir Nicolas Noy, donc, qui est avec nous. Nicolas, donc, qui est auteur du livre Darwiniste numérique. Donc, c'est un guide indispensable pour les dirigeants qui veulent prospérer dans la nouvelle ère numérique. Donc, je vais laisser Nicolas en parler. Oui, bonjour. Bonjour Nicolas. Allez-y, je vous en prie, vous avez toute la parole. Oui, d'accord. En tout cas, je vous remercie en fait de m'accueillir en fait pour ce meet-up. Et comme j'ai pas beaucoup de temps en fait, principalement, je parlais, je dirais, de l'entreprise en fait numérique. En tout cas, les précédentes interventions que j'ai pu entendre, ça rejoint en fait beaucoup en fait ce que je vais dire. C'est dans le fait que une entreprise dite, je dirais, numérique en fait doit avoir 3 pôles en fait et qui doivent parler entre eux. Donc justement une place de travail, je dirais, connecté, ainsi que un service RH justement qui est, je dirais, dans le numérique, et aussi en fait en anglais en fait c'est digital workforce, en fait justement une force de travail en fait dans le numérique. Et justement en fait je trouve justement que ces 3 éléments sont très liés en fait, surtout concernant, je dirais, tout ce qui touche en fait à la place de travail en fait numérique. Donc comme ça a été parlé en fait précédemment, ça peut inclure justement tout ce qui est outils sociaux, donc tous les outils, je dirais, collaboratifs, tout ce qui est, je dirais, applications, tout ce qui est aussi les outils de messagerie, donc que ce soit Teams, Skype, etc. Et encore tout ce qui est, par exemple, les plateformes en fait intranet en fait aussi, qui jouent beaucoup justement dans cet aspect, je dirais, de place de travail numérique. Il y a aussi, je dirais, le point central qui est pour moi, en fait, malgré qu'on parle beaucoup de numérique et de technologie, et je pense que la place de l'humain, en fait, a son importance. En fait, encore plus maintenant, en fait, avec le numérique qu'avant. Et comme les précédents invités ont pu le dire, justement, cette pandémie, justement, a renforcé, justement, ce lien, en fait,
qui était là, mais qui a été plus marqué justement, que beaucoup de personnes travaillaient de façon à distance. Et me concernant, je pense que dans cette approche de place travail dans le numérique, je dirais qu'il faut avoir accordé une certaine importance dans tout ce qui est la culture de l'innovation, et aussi une façon de repenser en fait aussi le leadership, et que ces changements en fait doivent venir, je dirais, des dirigeants, pas seulement, je dirais, des employés, mais aussi en fait des dirigeants en fait, comme qui sont eux en fait, qui sont un peu l'acteur en fait, et le moteur en fait de ce changement. Et je pense aussi, comme il a été parlé avant, en fait, l'aspect des soft skills. Donc, que ce soit dans l'intelligence émotionnelle, mais aussi dans une certaine révolution en fait des compétences. Et là, je veux dire par là en fait que le numérique en fait force les personnes à devenir plus curieuses. Et comme justement ça a été noté, que aussi penser que les personnes vont avoir 4 ou 3 carrières en fait dans leur vie, ce qui inclut et qui est nécessaire d'avoir cet esprit justement de connaissance et de pouvoir toujours apprendre en fait. Surtout que les technologies en fait elles évoluent, elles n'attendent pas que les personnes aient une maîtrise, donc vraiment il faut ici suivre en fait ce train. Et aussi finalement je terminerai justement je dirais par le thème qui nous apporte ici, en fait, justement le domaine du département RH, et que il est important justement pour les RH en fait de comprendre en fait ce virage en fait, dans le numérique, et que aussi considérer les nombreux avantages. En fait aussi, c'est le fait que il faut pouvoir utiliser les nouvelles technologies en fait numériques pour améliorer justement le recrutement, pour aussi attracter, pour faire justement faire venir justement les meilleurs talents en fait dans son entreprise, et que aussi aussi cet aspect de gagner de temps en fait en utilisant justement ces solutions en fait je dirais ces solutions en fait numériques qui existent. Donc voilà, en tout cas je trouve justement qu'il faut avoir un équilibre en fait ces 3 pôles justement quand on parle en fait de numérique, surtout dans le domaine des RH, et que ça peut considérer autant les petites PME que les grands groupes en fait aussi. Donc voilà. Je sais pas si vous avez des questions. Merci beaucoup Noli en tout cas pour cette intervention. Alors, on n'aura pas le temps malheureusement pour avoir des questions par rapport à votre intervention. Je vais passer la main à Sarah. Oui. Donc pour conclure sur le thème de la digitalisation, on peut dire que le digital s'est bien ancré dans nos pratiques en entreprise. Donc il a bouleversé nos méthodes de travail en laissant place à un nouveau style de management, donc le management en mode hybride qui alterne à la fois le présentiel et le distanciel. Pour conclure, on peut dire que maintenant, c'est à vous de saisir toutes les formes de disruption pour en faire une opportunité de développement pour tous les collaborateurs et la réussite de votre entreprise. Ce meet-up sera disponible prochainement sur la chaîne YouTube de SupDRH, et nous tenons vraiment à remercier tous les experts pour leur participation, mais également les étudiants et tout l'auditoire. Merci beaucoup.